Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Et elle est pas si petite que ça, je pense la preview de la saison 2024-2025 de l'Olympique de Marseille, si ça nous prend moins de 3 quarts d'heure, je suis surpris. Donc installez-vous bien, longue vidéo, long podcast si vous m'écoutez en podcast, parce que ouais, cet OM là, de deux Zerbi, on a parlé du Barça de Flick, très intéressant. On a parlé du Bayern de compagnie. On avait aussi beaucoup de choses à dire. Et bientôt, on fait un truc sur la Juve de Mota. Mais cet OM là, je dirais même au-delà de la Ligue 1, de la France, sur le continent là, c'est un des clubs les plus intéressants. Ce mercato, il est dantesque. Il y a, je crois pour l'instant sur Transfermarkt, ça prend même pas en compte les tout derniers, 12 arrivées, 14 départs. Ça intéresse beaucoup de monde ici, oui. On parle de Marseille. C'est pas si courant que ça sur la chaîne, entre guillemets, bien sûr, comme vous savez. Bon, moi, je suis supporter lyonnais, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour parler de cet OM. Très peu d'expertise, peut-être une once de jalousie sur le mercato qui est en train de se dessiner. Mais pas beaucoup d'expertise, juste j'ai essayé de faire de mon mieux. Et on va parler mercato, on va bien sûr composer, faire la revue d'effectifs complète en prenant en compte les rumeurs aussi, mon petit mercato idéal entre guillemets. Et bien sûr, on va parler finances du club, masse salariale. Celle-là, c'est celle de 2018-2019, mais elle est importante. On y reviendra dans quelques minutes. Comme d'habitude, on commence avec l'état des lieux, d'où est-ce qu'on part, d'où est-ce que part cet OM. La saison dernière, même pour un des clubs les plus instables du continent, elle a été particulièrement mouvementée. Ça avait tellement mal commencé. L'élimination contre le Pana, la troisième tour préliminaire, le crève-cœur en plus, décision arbitrale calamiteuse. Mais ouais, pas de Champions pour Marseille en 23-24. Derrière, Marcelino qui quitte le club après 7 matchs. Ouais, ok. Là, on est quoi? On est fin septembre, à peine. Il y a l'affaire Zeroual dans la foulée, pas longtemps après. Finalement, Longoria, qui est proche de partir, reste. Mais on a Ribalta, lui, qui part, remplacé donc par Mehdi Benassia. Sur le banc, Gattuso succède à l'intérimaire à Bardonado. Juste avant OMOL, le bus lyonnais est caillassé, Fabio Grosso. Voilà, un moment vraiment de honte pour notre championnat. Et ça, c'est terrible. Benassia qui critique Jonathan Klaus aussi, ça c'était début 2024, beaucoup de bruit dans la presse. Gattuso licencié, remplacé par qui? Par Jean-Louis Gasset quelques semaines après le désastre ivoirien, pour lui en tout cas, et cette histoire est extraordinaire. Mais pour le coup, ça se passe pas si mal pour Gasset au début. Ça se finit pas bien, Marseille boucle l'exercice 2023-2024 à la 8ème place, c'est une de ses pires saisons du 21e siècle. Il y a certes l'éclaircie de la Coupe d'Europe, en phase de groupe avec l'Ajax, Brighton, l'AEK Athènes, c'était un groupe compliqué, élimination du Shakhtar, de Villarreal bien sûr, de Benfica, match magnifique en quart de finale. Par contre, il y a quand même la grande déception, ça se termine quand même sur un moment amer, le 3-0 sec pris alors que tu étais à une marche d'une finale de Coupe d'Europe. Donc ouais, l'éclaircie, Gasset a vite pâli, il part et prend sa retraite à la fin de cette saison. Pas d'Europe pour Marseille en 24-25, alors que pourtant, bon, c'était un petit peu leur rayon de lumière de la dernière saison. Et globalement, à part pour, on va dire, Pierre-Emerick Aubameyang, qui finit la saison avec 30 buts, toutes compétitions confondues, 11 passes décisives, 10 en Europa, il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, même un 17-8 en Ligue 1, magnifique saison de sa part. À part pour lui, et on va dire pour les minots de Christian Bracconi qui remportent la Gambardella. Ça, c'était un grand moment, 45 ans après le dernier sacre de l'OM dans cette compétition. On va reparler un petit peu de ces jeunes. Mais à part tout ça, c'est une saison complètement ratée, avec une masse salariale très élevée, 78 millions d'euros. La saison d'avant, c'était pas mal aussi, mais on est sur des hauteurs type 2018-2019, qui, vous vous souvenez, c'était une saison où l'OM avait dans ses carnets comptables Mario Balotelli, 13 millions annuels, Dimitri Payet, 7, Luis Gustavo, Thauvin, Strootman. Ouais, on est sur les mêmes standards que cette époque, qui n'est pas une époque dorée, hein, malgré les gros coups. Ouais, c'est dans l'ensemble une saison vraiment ratée. L'OM sortait quand même de 3 podiums hein, sur les 4 dernières saisons. Deuxième en 2020, deuxième en 2022, troisième en 2023. L'OM avait fini top 5, même sur les jusqu'en 2016.
Donc ouais, c'est 8ème, là, c'est une des pires saisons du 21e siècle pour l'Olympique de Marseille. Et c'est donc dans ce contexte-là que le 24 juin dernier, le club annonce un accord de principe avec Roberto De Zerbi, qui signe quelques jours plus tard pour 3 saisons. Incroyable, un des entraîneurs les plus convoités de la planète, selon Guardiola, un des hommes les plus influents de l'histoire du foot moderne au 21e siècle, signe à Marseille. Marseille, c'est Marseille. Cette phrase ne restera pas forcément dans l'histoire, mais elle est le symbole d'un club qui, même alors qu'il est en déroute sportive, finit sur une des pires saisons de son histoire récente, et réussit quand même à attirer grâce à son nom, grâce à son prestige, grâce à son ambiance, grâce à son identité unique. Cette phrase, elle est peut-être pas si bête que ça. Un gars qui était plutôt dans les papiers on entendait le Bayern, on entendait United, pas sûr que ses propositions soient arrivées in fine, mais il a quand même choisi Marseille, sans jouer de Coupe d'Europe. Sur le papier, pour moi, c'était un des coups les plus surprenants de l'histoire récente, et limite pas réaliste, au moment où ça en parlait, en plein Euro, je me souviens. Bon, on se disait, ok, on parlera de ça plus tard, mais c'est quand même choquant. Ça veut pas dire que ça marchera, mais sur le papier, difficile d'envisager mieux. Alors du coup, le grand ménage a commencé. On sent qu'il y a un grand coach qui est arrivé avec l'idée de, ok, on repart sur de nouvelles bases. Ça a été le grand chamboulement. Déjà le départ donc de ton meilleur joueur de la saison passée, Pierre-Emerick Aubameyang, qui part en Arabie Saoudite pour 9 millions. On a tout le secteur offensif d'ailleurs qui a été remanié parce que Iliman Ndiaye, une seule petite année pour lui, l'enfant de Marseille et tout, il repart finalement. Il repart à Everton pour 18. Pas de perte sur ce dossier-là et pas non plus de perte sur Ismaïla Sarr. Je crois qu'ils ont été vendus les deux cumulés genre pour 3 millions de plus que ce qu'ils ont coûté, donc ça va. Pas une trop mauvaise opération. Mais ouais, Aubameyang, Ndiaye, Ismaïla Sarr, Vitinha aussi vendu, et là pour le coup il y a eu une belle perte, vendu au Genoa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jonathan Klaus, Pape Gueye qui part libre. À ma vie, c'est définitivement fini. Le prêt de Joaquin Correa qui n'est pas reconduit. Jean Onana aussi pareil. Ouais, cet OM a totalement changé de visage et veut poursuivre cette mutation parce qu'on entend beaucoup parler des lofters. Il y a le dernier truc là avec Chancel Mbemba, un coup de sang et une mise à pied de l'OM, donc potentiellement son histoire marseillaise prend fin. Au total, sur les lofters qui sont donc des gars priés de quitter le club, il y a Verretou, Mbemba, donc Gigot, Ulises Garcia et Paul Lopez. Si on combine avec les autres qui sont partis, Klaus, Aubameyang, Ndiaye et Sarr, voilà, c'est quoi? C'est 8 des 11 joueurs les plus utilisés de la saison dernière. C'est tout le secteur offensif remanié. Pas grand monde reste. Beaucoup de monde arrive. Si on regarde sur les transferts, les gars qui viennent, qui ont déjà été faits, en plus de Geronimo Rulli et de Jeffrey Delange, deux gardiens là, pris dans les dernières heures, en plus des rumeurs actuelles où on parle quoi, donc Rulli, voilà, c'est fait, il est arrivé à Marseille il y a 1 heure, Jeffrey Delange, c'est officiel, gardien numéro 1, 2 des Go Ahead Eagles en Eredivisie qui vient aussi, 2 gardiens d'Eredivisie donc, Rulli c'est de l'Ajax, Moukoko et Wai Nketiah, beaucoup de rumeurs sur des offensifs, mais même sur ceux qui ont déjà été faits, Greenwood, Ismaël Koné, Bamo Meite, donc ça se transforme en un transfert, même s'il était déjà là la saison dernière prêté, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Højbjerg, Brassier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est pas mal, beaucoup d'acquisitions. Il y a la rumeur Sildilia aussi, Kylian Sildilia. Donc Marseille a tellement bougé, on est le 8 août, et j'ai l'impression déjà qu'on est sur les bases d'une nouvelle équipe quasiment complètement. Comment est-ce que ça va jouer? Donc on va en parler là dans la revue d'effectifs complète. Comment est-ce que ça va jouer? Je suis allé checker un petit peu du côté du Brighton de Zerbi, par exemple des interviews qu'il a données comme ça dans les médias pour essayer d'y lire un petit peu plus clair. Ce que j'aime bien regarder en général, c'est les systèmes avec et sans ballon. On sait que ça peut être très différent. Pour le coup, c'est pas un 4-3-3 qui se transforme en 3-2-5 comme on voit quasiment tous les entraîneurs de la planète faire en ce moment, bien inspiré par Guardiola. C'est vraiment un 4-2-3-1. À Brighton, c'était quasiment tout le temps du 4-2-3-1. Et avec ballon, c'est effectivement un 4-2-3-1 qui se transforme un petit peu en 4-2-2-2. Mais c'est toujours de la relance à 4. Il insiste dans l'interview, il dit ce sera de la relance à 4. Donc il ne faut pas s'attendre à un 3-2-5. Voilà, il montre comment son numéro 10 peut devenir un joueur axial sur la phase de relance. Et je pense qu'on peut aussi envisager
avec ballon, un 4-4-2, 4-2-2-2 avec 2 ailiers et 2 avant-centres. Un potentiellement un petit peu plus en décrochage, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on entend autant parler de Wai, Moukoko, Nketiah. Les 2 des 3 pourraient venir. C'est pas pour rien, c'est parce que ces joueurs axiaux très offensifs sont importants dans l'idée de De Zerbi. Et voilà, à la relance en tout cas, ce à quoi on peut s'attendre, c'est un double pivot, je pense. Et donc 2 vrais latéraux. Ok, je suis parti sur cette idée en tout cas pour construire mon Marseille 2024-2025. On verra bien sûr à quoi ça ressemble. On peut commencer à parler d'un poste où là, il n'y a pas de doute. Tous les systèmes commencent de la même manière. C'est le poste de gardien, où il n'y aura pas de Paul Lopez. C'est la fin pour lui. Son transfert à Com, c'est pas fait, mais il devrait pas être conservé par Marseille. Une porte de sortie va lui être cherchée, ou alors il jouera pas. Mais voilà, c'est pas l'option numéro 1. Ruben Blanco s'est blessé contre Sunderland. C'est pour ça que Marseille allait donc sur Rouli pour 3-4 millions d'euros et sur Jeffrey Delange. Alors Rouli, blessure de l'épaule saison dernière avec l'Ajax, du coup il a assez peu joué. Je crois 7 matchs en Eredivisie, un truc comme ça. Je pense que c'est un gardien correct. J'ai plutôt un bon souvenir de lui à Montpellier, même si c'était une seule saison. Et il avait été très important bien sûr dans le sacre de Villarreal en Europa League. Un beau palmarès, hein. Beau palmarès. Europa League, Coupe du Monde, Copa América, Finalissima. Pas mal pour un joueur, je veux dire, correct de 5 championnats majeurs, qui a vécu des hauts, des bas dans sa carrière. C'est pas là que Marseille, je trouve, frappe le plus fort, mais pour moi, c'est pas inintéressant, c'est plutôt une bonne prise, parce qu'il coûte pas trop cher non plus. Et Jeffrey Delange, alors là, je connais pas, gardien des Go Ahead Eagles en Eredivisie, apparemment, ils ont fait une bonne saison, ils ont terminé 8ème, je crois. Est-ce que il vient pour être un bis, forcément, un numéro 2? Disons qu'à Brighton, De Zerbi avait aucun problème à alterner entre Verbruggen et Jason Steele. Les deux se sont partagés les 38 journées, 21 pour Verbruggen, 17 pour Steele, et il n'y a pas de blessure en plus. Hein. Franchement, les deux ont vraiment alterné. Verbruggen a un peu plus fini la saison, mais ça se joue à pas grand-chose, et encore même en fin de saison, il y avait des matchs où il était sur le banc. Donc je sais pas, mais sur le papier, Rouli, je pense, arrive quand même pour être titulaire à 32 ans, avec son expérience, il va coûter beaucoup plus cher en salaire, c'était un des salaires les plus élevés d'ailleurs de l'Ajax. J'étais plutôt content de s'en séparer ici pour cette raison. Mais voilà, Amstelveen, j'ai pas vu, il vient de là, j'étais week-end dernier. Très belle petite bourgade néerlandaise pour Jeffrey Delange et ses fameux sauts, très réputés pour ses sauts, ses détentes, ses parades. En tout cas, oui, ça c'est la situation au poste de gardien pour Marseille. Et il y en a un 5e entre guillemets, Blanco va rater pas mal de temps, donc lui, disons qu'il rétrograde. Paul Lopez devrait être vendu. Et le 3e gardien qui pourrait jouer, j'ai mis seulement son prénom. C'est le jeune Simon. Hop, où est-ce qu'il est? Ici. Voilà, donc lui formé à Marseille, je crois, ouais, c'est ça. Formé à Marseille, les jeunes. Et bon, lui on en parle un petit peu, mais à 21 ans, il n'a pas encore joué de match avec les pros, si je ne m'abuse. Je connais pas. La suite. Les défenseurs centraux déjà. Avec, je dirais, l'idée autour des centraux. Hop. Elle est claire. Épauler Léo Balerdi. Qui est la grande satisfaction de la saison dernière, je pense. T'as trouvé ton central. Il a que 25 ans. Aubameyang a fait une grosse saison, mais Balerdi est sans doute le 2e meilleur Marseillais de 2023-2024. Et il a connu des hauts et des bas à Marseille. Mais là, franchement, pour Balerdi, c'est pas mal. En plus, je crois pas qu'il soit si cher que ça. Sur son salaire, il est ici, il a signé en 2021. C'est à peine 1 million annuel. Ce qui est dingue, je trouve, si ça se confirme. Après, il est encore jeune. Mais ouais, 2 ans de contrat encore pour Balerdi, qui peut vraiment être le pilier de la défense centrale marseillaise. La question, c'est à qui est-ce que tu l'associes? Alors là, il y a 2 lofters, 2 gars que Longoria veut faire partir. Samuel Gigot, 30 ans, qui a fait une mauvaise fin de saison, qui commence à être assez âgé. L'OM veut s'en séparer. Et Chancel Mbemba, compliqué parce que tu as vécu de grands moments avec lui saison dernière, l'Atalanta, le but magique. Il avait fait une bonne première partie de saison. Maintenant, donc il y a le truc un peu extra-sportif d'avoir insulté l'entraîneur de la réserve. Je ne sais pas si ça c'est une arme qui est employée pour le faire dégager. Parfois c'est un petit peu difficile à savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il coûte assez cher en salaire et qu'il est en fin de contrat 2025.
Un gars qui prend quasiment 4 millions annuels. On est sur à peu près la même somme que le capitaine, par exemple, Rongier. C'est pas très loin d'un Greenwood que tu viens de recruter. Pour un gars donc qui peut partir libre l'été prochain. Donc j'imagine que si tu peux le vendre pour quelques millions, j'imagine c'est ça l'idée, mais en tout cas, moralement, je suis pas hyper convaincu par l'approche. Mais le faire dégager, ça veut dire que Longoria compte plus sur lui. Et il devrait pas entrer dans les plans de De Zerbi. Donc, à partir de ce moment-là, 3 autres centraux. Il y a d'abord Bamo Meite, qui a été intéressant, je trouve, la saison dernière. Petite blessure, peut dépanner aussi à droite, peut jouer aussi défenseur droit. Mais à la base, son poste, c'est défenseur central. Un bon petit prospect. Donc, je pense qu'à 22 ans, Bamo Meite, c'est tout à fait pertinent pour être au moins la doublure de Balerdi. Et ensuite, il y a 2 gauchers qui ont été recrutés. Lilian Brassier, alors moi je l'avais mis dans ma liste des joueurs à suivre, on va dire les transferts un peu sous-cotés du mois de juillet. Je pense super intéressant. Défenseur central gaucher de 24 ans qui sort d'une top saison à Brest, bien acclimaté à la Ligue 1. À voir avec le contexte marseillais, mais sur le papier, pour moi c'est pas mal pour associer à Balerdi. Et je pense qu'il vient plutôt pour être titulaire si Gigot Mbemba saute. Derrière, il y a Derek Cornelius, que je connais mal, qui vient en provenance de Malmö, donc Lilian Brassier, il est ici. Hop, 1m86, très très belle saison dernière. Et Derek Cornelius, donc, qui est là, un Canadien, comme Ismaël Koné, qui a été acheté 4 millions à Malmö, où il a passé 1 an et demi, il est arrivé depuis Vancouver. Voilà, international canadien de 26 sélections, 26 ans, je le connais pas. Mais je pense qu'il vient pour être le sub, le 3e ou 4e central, on va dire. Donc on verra au fur et à mesure de la saison. Mais sur le papier, j'aime bien plutôt l'idée de cette défense centrale. Je pense vraiment Brassier-Balerdi, la BB, ça peut être une très très belle paire. Et à voir comment De Zerbi les utilise. Mais a priori, comme on a dit, plutôt dans l'idée d'un système à 4, donc avec une vraie paire de 2 centraux. Il y a les latéraux maintenant. Et intéressant. À gauche, j'ai beaucoup entendu parler de Zerbi d'un Quentin Merlin dans un rôle hybride qui pourrait monter au milieu sur certaines phases de relance. Je sais pas, j'imagine c'est plus avec les rotations. Parce que, comme on a dit, si tu pars pas sur une idée de 3-2-5, je vois pas pourquoi un central deviendrait un milieu en phase de relance. Mais il parle beaucoup de rotation sur la phase de sortie, avec en fonction du pressing adverse, combien d'avant-centre adverse. Voilà, donc potentiellement les rotations d'un Quentin Merlin ici à l'intérieur du jeu pour former des triangles. Il le voit bien en tout cas dans cette idée, et parce que Merlin, je pense, c'est un gars tout à fait intéressant, qui a fini la saison avec pas mal de difficultés physiques, comme beaucoup de Marseillais, on n'en a pas parlé, mais il y a eu une grosse hécatombe de blessures aussi à Marseille saison dernière. Mais sur le papier, je pense que c'est vraiment pas mal. À 22 ans seulement en plus, Merlin comme latéral gauche, pour moi, je suis prêt à partir la saison avec, ça me va. Il faut peut-être quand même une recrue. En tant que remplaçant, parce que Ulises Garcia, donc, normalement, l'OM veut s'en séparer. Et après, il y a le petit Emran Soglo, qui est peut-être un petit peu plus avancé aussi. Ça dit milieu gauche sur Transfermarkt. Il a très très peu joué avec Marseille. Je crois qu'il a entré contre Benfica une fois. Mais bon, je ne sais pas si ça peut vraiment être la doublure de Merlin. Si Merlin se blesse, qu'est-ce que tu fais? Donc il y a peut-être encore un petit truc à faire là, à moins qu'un Brassier ou un Cornelius puisse dépanner de temps en temps comme latéral gauche. Voilà, c'est des possibilités. C'est vrai qu'en ayant pris 2 centraux gauchers, c'est pas mal. C'est pas si commun que ça, mine de rien. Il y a même des clubs, des grands clubs qui ont 4 centraux droitiers. Donc ouais, je pense le travail qui a été fait dans cette zone, et je suis encore plus rassuré, disons, s'il y a une autre petite recrue qui arrive pour pallier Merlin avec certitude. Peut-être si Garcia part, il y a un nom qui est sur les tablettes. Ça dépend peut-être du départ de Garcia. Mais ouais, sur le papier, je trouve c'est pas trop mal pour l'instant. Et à droite, ça va vraiment dépendre de si Kylian Sildilia est fait, qui je trouve est une bonne acquisition. Franchement, on le voit faire de bons JO. À Fribourg, la deuxième partie de saison n'était pas excellente de Kylian Sildilia. Mais sur le papier, c'est un gars que j'ai dans mon radar depuis un moment. Je sais pas si j'en ai parlé dans une draft ou quoi. Mais voilà, un latéral français qui performe bien en Bundes. Voilà, à un moment il était coté un petit peu plus. Avait fait une 2022-2023 très très bonne. Il a un peu moins joué. Il a eu un petit souci de blessure aussi à un moment. Mais ouais, bonne acquisition si ça se fait au poste de latéral droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que
il y a encore des noms. Murillo qui devrait être plutôt un bon remplaçant, un remplaçant correct, on va dire, une seconde option correcte. Je sais pas si c'est la qualité pour être un titulaire vraiment. Mais c'est aussi Paul Lirola qui en fait revient donc de Frosinone, qui n'a pas levé l'option d'achat. Il est toujours là. Il va avoir 27 ans bientôt et sa cote a totalement dégringolé après. Je me souviens quand il avait été pris par l'OM. C'était mercato hivernal si je me souviens bien. Et peut-être pas, mais en tout cas c'était... Ouais, peut-être. Je me souviens plus exactement. J'aurais dit mercato hivernal. C'était quand arrivé depuis la FIO... Ouais, si, janvier 2021, c'est ça. Et il y avait eu quelques matchs intéressants. Après, je crois qu'il s'est un petit peu perdu. Mais il a connu De Zerbi à Sassuolo. Donc c'est un truc qu'on dit. De Zerbi, apparemment, serait plutôt chaud pour le conserver, alors que tout le monde l'imaginait sur la liste des partants. Donc peut-être qu'il y a une carte à jouer pour Lirola. Pareil, il part d'assez loin quand même, je trouve, et c'est pas pour rien que l'OM se positionne sur Sildilia. Mais voilà un petit peu la situation. Je pense quand même qu'il y a un monde où si Sildilia se fait, avec Murillo, c'est suffisant. Et Lirola part en sachant que Bamou Meïté peut aussi jouer défenseur droit. Je pense que ça, c'est la situation, on va dire, défensive de l'Olympique de Marseille. Ok. De deux côtés jeunes, hein, d'ailleurs. Sildilia 22, Merlin 22. Si ça se fait pour Sildilia, je trouve que c'est pas mal. Et ça fait une défense dans l'ensemble, avec Brassier 24, Balerdi 25. Un Olympique de Marseille totalement revitalisé. Ça se poursuit encore sur les postes offensifs notamment, où Marseille est devenu très très jeune avec ses acquisitions et ses projets d'acquisition. Au milieu de terrain, pour moi, l'idée c'est bâtir quelque chose de fiable avec des gars qui soient physiquement aptes, un moteur, le moteur dont De Zerbi a besoin. Et il en a énormément besoin. On se souvient de son Brighton qui avait été excellent en 2022-2023 avec Caicedo, avec McAllister, avec Pascal Gross, même si Gross jouait pas mal latéral, mais parfois venait à l'intérieur sur les phases de possession. Quand il a perdu McAllister et Caicedo saison dernière, beaucoup plus compliqué. Le milieu est tellement important, notamment pour cette phase de relance avec le jeu en triangle pour vite aller attaquer la moitié de terrain adverse. C'est pour ça que je trouve que les arrivées de Pierre-Emile Højbjerg et de Ismaël Koné, ouais, je trouve ça super intéressant. Vraiment, c'est... On va parler d'eux, mais je sais pas si ce sera vraiment les titulaires du milieu à deux. Højbjerg, oui. Tu prends pas Højbjerg pour le mettre sur le banc, clair et net. Koné, il faut qu'il s'installe, il faut qu'il continue de percer, entre guillemets, mais moi j'aime tellement ce joueur que... Ça, franchement, je pense que ça peut être un superbe tandem. Mais bon, pour l'instant, donc, Højbjerg, on va dire. Titulaire, ça, pour sûr. Il y a pas mal d'interrogations parce que Rongier, sur le papier, c'est censé être le capitaine de Marseille. Mais bon, sa fracture de la rotule début novembre, il est toujours pas revenu. Et je sais pas quand il reviendra, donc c'est difficile de s'y fier. Il y a Jordan Verretou. C'est dur à situer, je pense correct comme joueur, mais très cher. Quand on regarde les salaires, c'est le deuxième salaire le plus élevé. Il était premier avant que Højbjerg arrive. Højbjerg qui est payé cher, hein. C'est pour ça aussi que tu sais qu'il va être titulaire. 6 millions annuels, que pour un an, son contrat. Mais c'est parce que c'est un prêt avec option d'achat. Ouais. Prêt avec option d'achat obligatoire, je pense, pour Højbjerg, genre 12-15 millions, un truc comme ça. Ou en tout cas, ça va se transformer en transfert. Mais ouais, Verretou, 5,4 millions annuels, comme Kondogbia. Les deux milieux de terrain âgés de l'OM, Verretou, 31 ans, Kondogbia 31 aussi, coûte quasiment 11 millions annuels à eux deux, c'est beaucoup. Pour Kondogbia, physiquement, ça a été tellement difficile pour lui la saison passée, mais j'en entends pas parler dans le loft. Donc je pense qu'il peut avoir un rôle, et peut-être même que sur ton début de saison, si Rongier n'est pas remis, peut-être même que c'est une paire Højbjerg-Kondogbia. Moi j'aimerais, comme j'ai dit beaucoup, plutôt Højbjerg-Ismaël Koné. Mais Verretou donc, à 31 ans, peut-être ses derniers moments avec Marseille, si une vente réussit à être négociée, parce qu'il coûte très cher, parce qu'il est dans le loft actuellement, comme Memba, Gigot, Garcia, Paul Lopez. Ouais, on voit le projet aussi de renouvellement, de jeunesse. Je suis choqué d'ailleurs que Højbjerg ait que 29 ans, il vient d'avoir 29 ans. Sa prise, franchement, elle est excellente, parce que quand on connaît sa qualité technique, son agressivité, son leadership, pour un gars qui parle français aussi, mère française, bon, il s'appelle Pierre-Emile, quoi.
Je pensais qu'il était beaucoup plus blessé que ça en fait, parce qu'il a énormément joué à Tottenham en fait, saison dernière. Si on peut trouver peut-être les chiffres de Tottenham, je vais essayer de vous trouver ça. Mais je pensais qu'il était beaucoup plus blessé, parce que en fait, sa dernière grosse blessure, c'est... il n'en a pas eu en fait. C'est 2013-2014, quand il était au centre de formation du Bayern. Sinon, la dernière, elle remonte à 2019-2020. Il avait raté 2 matchs. Il a très très peu raté de matchs dans sa carrière. En fait, il est très très solide. Beaucoup plus que ce que je pensais. Et si on va checker ses chiffres la saison dernière du côté de Tottenham, en fait, en titularisation, où est-ce qu'il est? En titularisation, il est très très bas, parce qu'il en a eu 8. Mais en nombre de matchs disputés, c'est le deuxième joueur le plus employé par Postecoglou, 36. Il n'y a que Vicario qui fait plus et il a égalité avec Kulusevski. Donc il a vraiment été le super sub de Tottenham la saison dernière. 8 titularisations, mais 36 matchs joués. Même pas 1500 minutes de temps de jeu pour lui. C'est pour ça qu'il cherche un nouveau projet. Mais ouais, c'est un gars qui a joué. Il a joué la saison dernière, il était apte à tous les matchs. Il a aussi joué les matchs de coupe, des matchs d'Europe, ça je me souviens plus. Je me souviens plus si Tottenham jouait l'Europe la saison dernière. Mais ouais, tout ça pour dire, franchement, Højbjerg, je trouve que c'est une vraie belle prise par Marseille pour insuffler du leadership, de l'expérience, mais aussi la qualité de pied qu'il a et l'agressivité naturelle. Je me souviens du Højbjerg version Mourinho, qui était une bête au milieu de terrain. Ça, c'est vraiment un beau coup. Très, très beau coup. Et à voir à qui il sera associé. Mais je pense que ça peut être vachement pertinent pour cet OM qui forcément, en tout cas, partira avec un tandem, une base au milieu de terrain, un double pivot. Højbjerg, peut-être Koné. D'autres possibilités, Rongier, Kondogbia. Et il y a aussi Unai qui a pas été excellent la saison dernière, qui en réalité a rarement confirmé, à part au tout début peut-être, mais les promesses de son mondial. Donc ça c'est un petit peu décevant. Je ne sais pas s'il a une grande place, une grande carte à jouer sous De Zerbi. Et il y a le petit Bilal Nadir, qui a joué quelques bouts de match avec Marseille la saison dernière, mais qui s'est fait les croiser en Coupe de France contre Rennes. C'était en janvier, donc il ne sera pas de retour avant, j'imagine, on est en août. Donc j'ai pas suivi, mais j'imagine qu'il sera pas là. Il est certainement pas en train de faire la pré-saison. Je pense pas qu'il sera là pour les tout premiers matchs. Évidemment, à 20 ans, avec quelques minutes seulement en professionnel, il part avec une longueur de retard par rapport à tous les autres. Pour que 2 places au milieu de terrain. Mais voilà en gros à quoi ressemble la situation de Marseille sur ce milieu. Et je crois qu'on a parlé de tout le monde. Ensuite, si c'est du 4-2-3-1, il y a forcément un 10 ici, une position à prendre sur ce triangle. Ou alors 2 pointes et un qui décroche beaucoup plus. Mais si on part sur l'idée d'un 10, pour moi il y en a à peu près 3 que tu peux inclure dans cette conversation. Le premier c'est Amin Harit, 27 ans, a fait une très très bonne première partie de saison. Après la CAN, c'était compliqué. Mais je pense que le garder, c'est assez pertinent quand même. Niveau salaire, où est-ce qu'il est ? On peut aller checker. Harit, ouais, 3 millions annuels, c'est élevé, mais c'était pas dans le top 10 de la saison dernière, juste en dessous. Ou à peine 10e, un truc comme ça. Donc je pense que, ouais, je vois, à ma vie, était à 3 millions, pas mal de s'en être séparé. Mais ouais, voilà la situation pour Amin Harit. Ok, mais peut-être pas ta première option dans un monde idéal. Valentin Carboni, qui a été pris. Alors ça peut se transformer en un des grands coups du mercato. Mais je sais pas, j'aime pas trop la structure de cette acquisition. Donc 19 ans, il vient en prêt depuis l'Inter. Moi j'ai entendu parler, voilà, je pense que Transfermarkt synthétise un petit peu la complexité du truc. Option d'achat avec option de rachat. En gros, il a été prêté par l'Inter à Marseille avec une clause de... tu peux le transformer en un transfert. Une option d'achat à 36 millions d'euros, ce qui est énorme, pour un gars qui a joué avec Monza, mais la saison dernière en prêt, mais par intermittence. Grosse première partie de saison, et après un peu moins. International argentin, donc 19 ans, censé être un gros potentiel. Mais voilà, 36 millions, est-ce que Marseille est même capable de lever une option d'achat de ce type ? Et même s'il le faisait,
l'Inter a une option de rachat derrière de 40. Donc, même s'il fait une saison de crack absolu, tu l'achètes 36, l'Inter peut le racheter pour 40. Tu as juste fait une petite bascule qui est peut-être paye simplement le montant du prêt là, parce que j'imagine que ça doit être un prêt payant 1 million, un truc comme ça. Montant du prêt 1 million, c'est ça. Et peut-être un salaire pris par l'Olympique de Marseille à la charge de l'OM. Donc ouais, même si ça se passe bien, tu peux pas vraiment construire quelque chose de très long terme avec lui. Et la réalité, c'est que sur son niveau, on a peu de garanties pour l'instant. Ce que je trouve intéressant toutefois, c'est que le profil milieu offensif central, qui est gaucher et qui a joué aussi un petit peu avec Monza l'année dernière comme ailier droit, bah, il me semble bien adapté à un 4-2-3-1. Il peut être l'option numéro 1 là en tant que 10. Il peut être un ailier de 4-2-3-1 avec pas mal de jeux intérieurs aussi. Et il peut être un ailier tout court comme il l'a été aussi parfois avec Monza. Donc sur le papier, le profil est intéressant. Sa qualité, je connais pas assez bien pour être honnête. Et la structure me parle pas trop. La structure d'acquisition me parle pas trop. Mais voilà, c'est un nom supplémentaire, une acquisition supplémentaire par Marseille. Et on verra ce que ça donne. Enfin, il y a le jeune Enzo Sternal, 17 ans. Et alors ça, c'est la pépite. Que je connais mal, honnêtement. J'ai pas vu d'image, je sais pas ce que ça vaut. Mais si on en croit les supporters marseillais, c'est censé être très très intéressant. Il a prolongé donc ok, ce doute a été levé. Et il peut jouer aussi ailier gauche, second attaquant. C'est un peu peut-être l'inverse de Carboni. Donc on verra ce que ça donne, mais peut-être que la hiérarchie à l'instant T, c'est un truc comme Carboni, Harit, Sternal, Harit, Carboni, Sternal. Sternal qui peut dépanner aussi ici, ou plus haut, mais Sternal qui colle plutôt bien, je pense, à cette idée d'un 4-2-2-2, avec un 9 qui est plus en retrait, un vrai second attaquant. Ce qui peut aussi être le cas de Carboni, je pense. Ça, c'est la profondeur d'effectif de Marseille, on va dire, sur ce rôle large de 10. Et donc maintenant, il reste le vrai secteur offensif. Les ailiers, les attaquants. Où la question numéro 1, c'est le vide d'Aubameyang à combler, mais aussi créer une dynamique beaucoup plus performante, parce que l'année dernière, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, ça n'a pas marché. Les deux, je crois, cumulés, ils sont à 6 buts en Ligue 1. C'était pas suffisant. L'OM est en train de mettre les grands moyens pour faire de grandes manœuvres. Et là, c'est le chantier qui n'est pas du tout réglé. Parce que pour l'instant, on a quoi? On a Luis Enrique en tant qu'ailier gauche, qui est encore là. Pas si mal, je trouve, en remplaçant, c'est correct. Plus, non, je suis pas convaincu. Mais en remplaçant, je pense que c'est une option pas inintéressante. Le garder, ça me va. Il y a François-Régis Muguet qui revient de près. Je pense pas que ce soit un crack. Il y a le grand frère d'Elias Benseguir, Salim Benseguir, qui est, je pense, pas un crack non plus. Les deux ont été prêtés, peut-être qu'ils doivent repartir en prêt, peut-être qu'il faut s'en séparer, mais je pense pas qu'ils aient un rôle très important, en tout cas à date, dans le Marseille de Zerbi. Et on a Faris Moumbagna, en tant qu'avant-centre, qui est un petit peu comme Luis Enrique, je trouve que c'est correct pour une doublure, mais t'as pas envie que ce soit ton avant-centre titulaire, je pense. Donc ça, c'est la situation des offensifs marseillais pour l'instant. Un gros déficit de qualité par rapport au reste de l'équipe. Une acquisition a été faite, celle de Mason Greenwood, pour 32 millions d'euros, 28 plus 4. Avec Greenwood, on va mettre les deux pieds dans le plat, forcément. Il a été accusé en 2022 de violences sexuelles et de tentatives de viol par sa compagne. À la fin, il n'y a pas eu de condamnation, la plainte a été retirée, il n'a pas été jugé coupable, donc c'est dur de savoir quoi en penser, mais l'audio est assez glaçant, les photos que je vous montre ici aussi. On sait que pour les victimes de violences sexuelles, la parole est toujours difficile à prendre, que c'est pas parce qu'il n'y a pas de condamnation que les accusations ne sont pas fondées. Donc tout ça, c'est l'intuition dit que ça pue un peu cette histoire. De l'autre côté, aussi, le tribunal populaire, c'est pas de la justice. À la fin, il n'y a pas eu de condamnation. Je vois aussi un développement de l'histoire, entre guillemets. Maintenant, il a eu un enfant avec cette femme-là. Ils sont toujours ensemble. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais dire que c'est impossible de faire comme si Mason Greenwood n'existait pas. Voilà l'histoire telle qu'elle existe actuellement. Ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Mais bon, à partir du moment où il est un joueur de l'Olympique de Marseille, il est un joueur de foot qui va jouer des matchs
de 5 championnats majeurs, de notre championnat, bah moi je suis obligé d'en parler, quoi. Ça c'est mon rôle. Donc moi j'ai présenté les infos. Elles sont ce qu'elles sont. C'est vrai que c'est pas top. Maintenant, Mason Greenwood en tant que joueur de foot, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah moi je me souviens simplement d'une époque où il était un des avant-centres les plus prometteurs de la planète. Un des ailiers / avant-centre les plus prometteurs. Avant-centre par sa qualité de finition, pied droit, pied gauche, il a les deux pieds. Un vrai ambidextre. Sa conduite de balle est faite pied gauche. Sa finition, cette frappe lourde sous la barre qui peut mettre pied droit, boum, comme pied gauche. Il tire les pénaltys, les corners du droit. Et donc il a été prêté à Getafe l'an dernier, où il a fait une saison à 8 buts, 6 passes en Liga. Donc voilà, sa cote à un moment, c'était un des offensifs les plus prometteurs du foot européen. Boum, passé à 0 du jour au lendemain. À Getafe, progressivement, ouais, voilà, il est redevenu quelqu'un qui attirait, pas que Marseille, beaucoup de clubs étaient sur lui. Voilà, c'est évidemment la situation, elle pue. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus, les gars? À partir du moment où il est redevenu joueur, on va parler de lui comme joueur de foot. Et en tant que joueur de foot, bah, c'est une sacrée prise pour Marseille. Un peu inespéré. Un gars que tu relances, mais qu'un autre club a déjà relancé aussi. On a vu déjà en Liga que, ouais, quasiment 15 contributions décisives sur une saison de rebond comme ça, après avoir été éloigné des terrains pendant si longtemps. C'est un vrai talent. C'est un vrai talent. Il a que 22 ans et l'OM le possède pour le coup. C'est pas comme Carboni. L'OM l'a vraiment. Avec une clause qui est très élevée pour une revente potentielle. Je crois United a 50% de la revente potentielle. Je sais pas si c'est de la plus-value ou de la revente tout court. J'imagine de la plus-value, mais je crois que j'avais vu passer revente tout court, mais ça me semblerait très bizarre. Mais en tout cas, ouais. Sur le papier, avoir un Greenwood qui est signé pour... C'est quoi, j'imagine 5-6 ans. Il est ici jusqu'en 2029, 5 ans. 4,5 millions annuels, c'est cher, mais niveau talent, c'est sûr que un top joueur. Donc Marseille a au moins réglé la question de son ailier droit titulaire. Il reste le reste. Il reste l'ailier droit remplaçant. Ouais, Luis Enrique aussi, peut-être peut dépanner, comme on a dit Carboni. Mais il reste la question de l'avant-centre, des joueurs offensifs axiaux, où il t'en faut pas mal. Donc on entend parler de Youssoufa Moukoko, qui avait fait un très gros 2022-2023, hein, mine de rien. Où est-ce qu'il est? Ici. Il avait démarré très fort. Je me souviens, cette première partie, où on se disait, ah, là on a le Moukoko dont on parle depuis un moment. En Bundesliga, il s'arrêtait pas de marquer. Il avait marqué 6 buts sur les 13 premières journées, avec 4 passes D aussi. Il était en feu. Derrière, il y a eu cette petite blessure là, début de rupture du ligament syndesmotique. Et on l'a plus trop revu depuis. Il a très peu joué la saison dernière. C'est un gars à relancer, mais avoir pris Greenwood et être aussi proche de faire Moukoko, ça ressemble un peu à une partie de Football Manager 2021-2022 quoi. Sur le papier, c'est pas mal. Et derrière, j'entends parler de Eli Wahi, lance en demande 35. Et j'entends parler d'Eddie Nketiah. Je dis pas que c'est les coups à faire absolument, mais l'idée derrière et les moyens de Marseille derrière, ça montre qu'ils sont pas là pour rigoler et qu'il va y avoir, quoi qu'il en soit, 2 grosses acquisitions. 2 parmi les 3, et peut-être même qu'il y a d'autres noms qui vont continuer à sortir, parce qu'on n'est que 8 août. 2 grosses acquisitions sur les postes offensifs axiaux. Je pense Wai, tu peux le faire jouer sur un côté. J'entends parfois parler un petit peu de Moukoko sur un côté, mais moi je pense que c'est plutôt pour 2 joueurs axiaux là, centraux, avec peut-être un qui décroche. Quoique, c'est vrai qu'on entend parler un petit peu d'un des 3 sur le côté. Parce que tu veux aussi faire jouer ton Carboni ou Harit ou quoi. Mais ouais, je sais pas qui sera pris. Sur le papier, si tu dois en faire 2 des 3, je prends plus Moukoko et Wai, je pense. Nketiah a déjà 25 ans. J'ai jamais vraiment été convaincu. On a beaucoup parlé, parce qu'on a regardé plein de matchs d'Arsenal sur les dernières années. Je trouve à la finition, c'est pas top niveau. Et ce serait quand même assez cher, parce que Arsenal en demandait genre 40. Bon, maintenant, il revoit le prix à la baisse, c'est plus peut-être 30. Peut-être ça peut même se faire autour de 25, je sais pas. Mais ça me semble un peu cher pour la qualité. Et pour l'âge, pour un gars qui, honnêtement, a eu des occasions de montrer son potentiel.
et pour moi, jamais vraiment percé. Donc voilà ce que je dirais. Sur l'effectif marseillais, la synthèse, c'est que c'est loin d'être fini. On est à la moitié à peu près de leur idée. Il reste encore tout ça à régler. Sur les latéraux, je pense que c'est pas tout à fait fini, et il y a plein de joueurs à faire partir aussi. Mais cet effectif, avec cet entraîneur, ça commence à prendre des contours vachement intéressants. Et en 2024-2025, oui, il faudra faire très attention à Marseille, parce que sans Coupe d'Europe, ce qui je pense est tout à fait intéressant pour mettre en place avec patience le style de Zerbi, ça va prendre du temps, ça va forcément prendre du temps, parce que les principes sont si élaborés. Mais si l'Olympique de Marseille est capable, peut-être pour une fois dans son histoire récente, de se donner le temps et d'être patient et d'accepter les mauvais résultats, bah c'est là qu'il faut le faire. Avec un top coach, un gars que tu sais être un top coach, et je veux pas entendre parler de pas beaucoup de trophées gagnés, une seule coupe avec le Shakhtar, etc. De Zerbi, c'est miraculeux d'attirer un entraîneur de ce calibre. Il faut maintenant en profiter. C'est tout le mal qu'on souhaite à l'Olympique de Marseille, qui va attaquer la saison de Ligue 1, c'est fort quand même. Sur les 5 premières journées, il y a Brest, première journée, Nice à la 4e, et un déplacement à Lyon. C'est 3 Européens, mine de rien. Brest a fini 3e, Nice 5e, Lyon 6e, saison dernière. Donc ça commence fort. Mais Marseille a non seulement un top entraîneur, non seulement des gars que je considère comme étant des cracks et d'autres qui vont venir, des petits jeunes aussi, on a parlé de Sternal, mais j'imagine qu'il y en a pas mal dans l'équipe qui a gagné la Gambardella, des gars qui poussent un petit peu dans le centre de formation, une charnière centrale où tu peux honnêtement créer ton axe pour un moment. Si Brassier ça marche avec Balerdi, Marseille est peut-être parti pour quelques saisons de ça à top niveau. Et Højbjerg, je pense vraiment super belle prise. Donc dans l'ensemble, je suis très hypé par ce mercato marseillais et la tournure qui est en train de prendre cette équipe. On verra ce que ça donne, il reste encore plein de taf. Mais voilà pour une première observation, on va dire. Et 42 minutes pour une première observation, je crois que c'est suffisant. Les amis, j'espère que cette vidéo, cette analyse vous aura plu. On se retrouve très vite pour poursuivre, pour continuer. Un truc sur la Juve, comme on a dit. Il y a la finale des JO demain. On l'analyse au coup de sifflet final. On va passer notre vendredi soir là-dessus. Ça commence à 18h, donc faut être au rendez-vous. Et voilà. Merci pour votre soutien, comme toujours. Passez une excellente journée. Et on se dit à demain. Bisous.